m'appelle Francis Linon, je suis dans ce métier depuis un certain temps. J'y suis rentré vraiment par hasard. En rencontrant des musiciens, c'est mon amour pour la musique qui m'a amené à ça. C'est en rencontrant David Allen de Gong, une année en 70. Et ça a été un peu toutes les décisions de ma vie se sont faites comme ça, sur l'instant. Et c'est ça qui m'a amené dans le son, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Avant, c'était une autre vie, c'était différent. Il y avait donc mon copain qui faisait le son, donc Christian Tritsch, qui était le bassiste de l'époque, qui était un ancien de Claude François, nous a initiés en fait tous les deux à la console. C'était une console Freevox. Puis moi, j'ai commencé à toucher des boutons. Ça a plu à David et je me suis retrouvé donc en fait à faire des effets, faire des samples, c'est-à-dire faire tourner des boucles magnétiques, parce que il n'y avait pas d'électronique qui faisait ça. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans Gong, à participer à des albums comme Camembert électrique et toutes ces choses-là, à faire partie du groupe, vraiment, juste par une rencontre. Et quand Georges, donc ce gars que j'avais présenté à David, a arrêté pour des raisons familiales, je l'ai remplacé au son, et donc je faisais en même temps des effets que je me suis retrouvé derrière une console. Et c'est vraiment ma rencontre avec David qui a fait que je me suis retrouvé là-dedans et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que par lui, j'ai rencontré tous les gens que j'aimais en Angleterre, Soft Machine, Caravan, Atfield and the North, tous ces groupes Enrica, qui est des groupes assez parallèles à la musique pop, en dehors de la musique pop anglaise. Et en France, Magma, bien sûr, et tous les autres courants, mais Magma a été tout de suite quelque chose qui s'est imposé à moi. Et donc Magma est toujours resté proche, pas loin en tous les cas, dans mon esprit. La chance que j'ai eue avec Gong, donc, c'est qu'on allait souvent en Angleterre, on allait jouer en Angleterre, pour finalement s'installer en Angleterre. Et on s'est retrouvés là, on leur a repris une ferme dans laquelle on s'est installé, à nouveau le matériel installé, à nouveau pas la même histoire qui continue, mais en Angleterre. Et avec une notoriété plus importante, donc problème finalement, puisque les égos à l'intérieur de ça des musiciens grimpé et a fait splitter ce groupe au bout d'un moment, au bout de 3 ans. Et là, je suis rentré en France avec l'idée de travailler avec Magma. Et là, non, c'était fin de non-recevoir, direct, deux mondes qui ne pouvaient pas se rencontrer à ce niveau-là, en tous les cas, de travailler là-dedans. Et ça a été une chance pour moi. Je me suis aperçu que beaucoup de gens voulaient travailler avec moi. Et je suis rentré dans le folk avec Malicorne qui s'est présenté à moi et qui cherchait quelqu'un. Je n'étais pas du tout dans l'expérience d'un ingénieur du son qui fait plein de choses. Donc, j'avais fait de la musique cosmique. Là, je faisais de la musique folk rock. Donc j'ai appris plein de choses avec ça. Chers frères empêchés. Et après ça, Magma a beaucoup changé de forme, et ainsi de suite. Didier Lockwood est parti, Yannick Top aussi. Bon bref, il y a eu ce qui faisait vraiment l'essence de Magma à côté de Christian. Comme j'avais l'expérience anglaise, je voulais former ce qui existait déjà en Angleterre, une espèce de communauté technique qui se réunissait, qui construisait des enceintes dans un coin, des amplis, des choses comme ça. Et je voulais un peu faire ça en France. Et donc j'ai réuni tout ce qu'il y avait, tous les ingénieurs du son de l'époque. Et sorti de la réunion, tout le monde est parti de son côté. Les égos étaient trop importants de chacun. Et chacun a fait sa boîte, en fait. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, j'ai créé une boîte qui s'appelait Cyborg. Et là, les marques sont venues à moi, c'est-à-dire que les gens, que tout le relationnel que j'avais en Angleterre, où je m'étais fait faire une console par des gens qui démarraient, un mec, j'ai vu tous ces gens-là démarrer en Angleterre, Soundcraft, même SSL, leur première console à Rich Farm, avec le petit écran au milieu, tout le monde disait qu'est-ce que c'est que cette console avec un écran de télévision, les gens ne comprenaient pas.
Et donc en revenant en France, Nick m'a dit « Mais pourquoi puisque tu crées une structure, pourquoi est-ce que tu ne veux pas importer ?» De fil en aiguille, on s'est retrouvés à vendre du matériel, ce qui n'était pas du tout une vocation pour moi, mais en fait, c'était la continuité de tout ce que j'avais appris, tout en continuant à faire du son, évidemment, sur la route, puisque c'était quand même ce que j'aimais faire. Et donc ça a duré 20 ans, cette aventure. On faisait les concerts de Magma en même temps qu'on installait Radio France, ou qu'on installait Faire 3, ou qu'on installait Canal+, quand ça a démarré. Tout le métier qu'on fait dans l'audio pro. Et voilà, donc j'ai fait ça aussi avec Stella, tout en faisant de la musique. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on a créé Seventh Records. Voilà, et ça a été vraiment le socle pour que la musique de Christian puisse avancer, puisse exister. Et donc autour de ça, tous les musiciens qui avaient autour avaient aussi leur musique, avaient aussi des choses à faire. Donc on enregistrait Simon Goubert, j'ai fait beaucoup de disques avec lui. Bon, c'était beaucoup de jazz, on a fait beaucoup de jazz dans ce studio qu'on avait créé à Montmagny, qui existe toujours, où c'est mon fils qui travaille aujourd'hui dans un autre contexte. On a créé, Christian, Stella et moi, une structure indépendante qui n'existait pas à l'époque. La musique de Magma donc, n'était pas du tout distribuée, on ne la trouvait plus. Donc on a voulu nous éditer, rééditer. Et on a donc repris les bandes que Christian avait, les bandes master. On a refait des LP, on a refait des... Quand les CD sont arrivés, on a fait des CD. Le projet actuel, il est très simple. Dans l'histoire de Magma, Christian avait toujours dit, il avait une liste de morceaux qui n'avaient pas été faits à faire, et il y en avait un qui s'appelait Dzes, mais qui raconte en fait la fin du temps, c'est-à-dire que après Dzes, Christian racontait toujours que ce serait le dernier disque de Magma, et c'est pour ça qu'il ne voulait pas l'enregistrer. Donc il y a eu des versions live, il y a eu tout ça, et on s'est dit, avec Stella, on va faire un Dzes, qui n'a rien à voir avec ce qui a existé en version live. Et on va faire ça avec un orchestre symphonique. Bon, évidemment, Christian, après ça, a raconté que ce n'était qu'un songe, en fait, la fin de ce groupe, que de faire Zes ne serait pas la fin du groupe. Et tant mieux. Mais si tu veux, ça faisait quand même partie d'un passé. Et donc c'est là où on a décidé, après en 2019, de faire en fait un nouveau groupe. C'est-à-dire que là, on s'est séparé d'éléments qui étaient importants, mais qui étaient là depuis très longtemps et qui ne participaient plus à la création, pour avancer. Et donc on a créé ce nouveau groupe où il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses. Et ça nous permet donc de faire de jouer les anciens morceaux, bien sûr, mais aussi de créer un nouveau répertoire. Et ce disque, c'est ça, c'est un nouveau répertoire. Et on est reparti comme en 14, c'est-à-dire que comme le premier groupe de Magma, si tu écoutes ce disque, c'est des compositions des différents membres du groupe. Et on s'est dit, on va faire pareil. Et voilà, et donc c'est un nouveau disque de Magma avec des nouveaux morceaux. Et donc du coup, je me suis dit, ok, je vais me lancer. Qu'est-ce qui existe dans l'audio qui peut nous permettre de faire des prises ici à nouveau en rythmique, donc de passer un peu plus de temps. Donc j'ai croisé, toutes ces dernières années, pas mal de consoles Lavo dont j'aimais bien le son, notamment à Radio France, où on a fait pas mal de choses dans des milieux institutionnels avec Arte TV et tout ça. Et entre-temps, j'ai discuté avec Paulo Curalo qui travaille chez Duchot. Il m'a dit, appelle un copain à moi qui est un spécialiste de Lavo et parle-en avec lui. Et il m'a dit, mais là, tu vas te lancer dans un truc, tu vas acheter une usine à gaz qui ne te sert à rien. Il m'a dit, tu devrais plutôt regarder SSL. Parce qu'ils viennent de sortir une console, c'est lui qui m'a dit ça, une console analogique.
Et là, j'ai regardé de plus près et j'ai dit, bah oui, elle est très intelligente cette console. Et eux, ils ont compris. Ils avaient enlevé toute l'automation. Et en fait, avec tout ce qu'il fallait, quoi, le préampli SSL, l'égaliseur SSL, un système de commutation de bus hyper intelligent, parce que hyper simple, très peu de switch, très peu de problèmes de panne. Tu vois, je veux dire, ça représentait... J'ai même pas été écouter le son, parce que le son, je faisais confiance. Donc, j'utilisais des plugs SSL. Mon fils a des racks SSL. Bon, bref, SSL tournait dans l'univers du studio de mon fils ou du mien. Et donc, voilà, donc ça s'est passé vraiment extrêmement vite. Et donc, ça n'avait pas à voir... Évidemment, ça avait à voir avec le son. Je n'allais pas acheter quelque chose qui n'allait pas sonner. J'avais une grande confiance dessus. Elle m'avait été recommandée par des gens qui l'avaient vue, qui l'avaient touchée, Mais je n'ai pas eu le besoin d'aller derrière la console pour... Comme j'aurais fait à une autre époque, tu vois, j'aurais été à Paris pour écouter les préamplis et tout. Là, j'étais tranquille. J'avais vu l'ergonomie, elle me correspondait, et je pouvais remettre mon studio en route à nouveau pour faire des prises. Donc voilà pourquoi j'ai choisi SSL.